Relire le monde? Relire le monde. Oui, relire le monde. Dans les histoires, le temps peut s'arrêter pour laisser la nature relire le monde et nous relier à elle. Quoi de mieux pour se relier à la nature que de lire des histoires au pied d'un grand arbre? C'est peut-être un vieux chêne qui a une longue vie. Et si je l'écoutais, si je me penchais vers lui? Je vais vous dire ce que j'ai vu au long de mes nombreux siècles écoulés depuis ma naissance. Cela fait bien longtemps que je me dresse ici, exactement à l'endroit où vous me voyez. Et pourtant, je dois dire que je ne me suis presque jamais ennuyée. Quand cela m'est arrivé, c'est seulement un temps très court, jamais plus de 50 ou 60 ans. Ah, bien sûr, vos années à vous se comptent encore sur les doigts d'une main. Il vous est difficile d'imaginer ce que signifie vivre des centaines, des milliers d'années. L'expérience et l'observation m'ont beaucoup appris. Et souvent, mon silence a couvé de grandes méditations. Mais j'ai aussi fait de grosses erreurs. C'est de cette manière-là que progressivement, je suis devenue moi-même. Car, mes amis, n'allez pas croire que je sois toujours restée immuable. On change beaucoup dans une vie. À mesure que passent et repassent les saisons, mes années se dessinent à l'intérieur de mon tronc. Chacune d'elles ajoute un anneau qui m'étoffe et m'instruit. Une vie. On n'en a qu'une de vie. Et je dois dire que Osvaldo avait une vie très réglée dans cette petite ville. Il ne se passait jamais rien d'extraordinaire. Métro, boulot, dodo. Il habitait en haut d'un immeuble, là tout en haut sous les toits. Il vivait seul, dans cette grande ville. Il avait juste un compagnon, un oiseau, qu'il appelait Piou-Piou. Et tous les matins, Piou-Piou faisait des cuits-cuits. Oui, il était là dans sa petite cage et quand Osvaldo entendait chanter Piou-Piou, il se réveillait de bonne humeur, le sourire aux lèvres, il était heureux. Il allait travailler, il revenait le soir. Et tout se passait magnifiquement bien dans cette petite vie tranquille, sans histoire. Mais voilà qu'un matin, Piou-Piou ne chanta pas. Non. Il avait l'air abattu, triste, là, dans sa petite cage. Alors, Osvaldo prit la petite cage et la déplaça vers la fenêtre, de sorte que Piou-Piou puisse regarder dehors les nuages, le soleil, la pluie. Mais Piou-Piou ne semblait pas plus heureux. Il ne chantait pas. Il n'y avait plus le moindre cuit-cuit. Osvaldo s'inquiétait un peu. Un soir, alors qu'il sortait du travail, il passa dans une petite rue et là, il aperçut une boutique. Cette rue, il l'empruntait tous les jours et cette boutique-là, il ne l'avait jamais remarquée. De l'extérieur, on voyait une sorte de bric-à-brac. Il y en avait un peu partout et des plantes aussi. Et il y avait une toute petite plante là dans un pot. Il fut attiré, il entra et il acheta cette plante. Et la vendeuse lui dit que c'était une plante très particulière parce que justement cette plante-là rendait les gens heureux. Alors Osvaldo se dit qu'il avait là en main la solution. Il rentra chez lui, plaça la petite plante à côté de Piou-Piou. Piou-Piou ne réagit pas.
Osvaldo se dit qu'il fallait sans doute un peu de temps. Alors il dîna, puis se coucha. Et le lendemain matin, il ne fut pas réveillé par des cuicuines. Il fut réveillé par une énorme brouhaha. Ça criait de partout. Et quand il ouvrit les yeux, il vit que sa chambre était envahie de plantes, de lianes, comme une immense forêt là qui avait poussé là. Il sortit de son appartement. La plante, la toute petite plante, s'était ramifiée de partout. Oui, il y avait des plantes partout qui couraient le long de l'escalier, là jusqu'à la rue et dehors. Dehors, la ville n'était plus qu'une forêt. Et les gens criaient, les gens hurlaient. Ils ne savaient plus quoi faire. Osvaldo, lui, avait bien vu, en partant, que Piou Piou n'était plus là. La cage était renversée, ouverte. L'oiseau s'était envolé. Il le cherchait partout, il criait. Mais dans ce brouhaha, c'était inutile. Il comprit qu'il fallait s'enfoncer profondément dans la forêt. Peut-être que c'était là que Piou Piou se réfugiait. Alors il avança dans cette forêt. Il entendait des cris d'animaux étranges, des cris d'oiseaux aussi, mais ce n'étaient pas les cuicuis de Piou Piou, non. Il continua à avancer et il appelait « Piou Piou, Piou Piou !» jusqu'à ce qu'il se retrouve nez à nez avec une espèce d'énorme chat. C'était une panthère, il n'en avait jamais vu. Alors, un peu intimidé, il lui demanda « Auriez-vous vu un petit oiseau qui fait des cuicuis ?» Et la panthère lui dit d'une voix grave « Si je l'avais vu, je l'aurais déjà mangé. » Alors Osvaldo s'excusa de l'avoir dérangé. Il poursuivit son chemin et se retrouva nez à nez avec un Indien. Il était là, posté dans cette forêt. Osvaldo lui demanda s'il avait entendu les cris d'un petit oiseau, des petits cuicuis. Mais l'Indien lui répondit qu'il y avait bientôt de cris d'animaux ici pour entendre les bruits d'un oiseau qui faisait cuit-cuit. Osvaldo était désespéré. Il poursuivit son chemin et se retrouva bien vite devant une rivière. Alors, avec quelques lianes et des branches d'arbres, il assembla, tant bien qu'il put, une sorte de radeau, et puis il se mit à ramer sur cette rivière. Il continuait d'appeler Piou Piou, mais en vain. Le soir, il s'arrêta, il frotta quelques pierres pour allumer un petit feu, là, avec quelques brindilles, et il s'endormit. Et le lendemain, il fut réveillé. Il fut réveillé par les cuicuis. Et il les reconnaissait très bien. C'étaient les cuicuis de Piou Piou. Alors il leva les yeux et il se rendit compte que Piou Piou était là, tout là-haut, dans le grand arbre. À l'aide de lianes, il grimpa, aussi haut qu'il put, et il le vit. Piou Piou était là, heureux. Il chantait depuis belle. À côté de lui, il y avait un petit oiseau qui semblait très heureux auprès de lui. Alors Osvaldo comprit que son ami avait trouvé le bonheur. Il le caressa tout doucement et il le laissa parce que Piou Piou avait choisi où allait se dérouler sa vie à présent. Osvaldo reprit la rivière, puis le chemin inverse dans cette forêt. Et plus il avançait, et plus les plantes semblaient se dégager, s'effacer. Il se retrouva bien vite au pied de son immeuble, il grimpa les escaliers, et quand il arriva chez lui, il prit son balai, prit la cage aussi, la rangea de côté, et il balaya
Il balaya son appartement comme on balaye sa vie. Il se sentait triste, triste comme jamais. Et c'est alors qu'il entendit des petits discrets à sa porte. Alors il ouvrit et il y avait là sa voisine, Rosalie. Elle est si jolie, Rosalie, avec ses cheveux roux, ses grands yeux verts et ses petites pommettes roses. Rosalie lui dit qu'elle s'était vraiment inquiétée pour lui et qu'elle était tellement heureuse de le retrouver. Alors, Osvaldo se tourna vers la petite table, il prit la plante et il lui offrit. Et sur le visage de Rosalie, il vit le plus beau des sourires. Et il sentit aussi qu'il allait sourire pour toute sa vie. Les arbres, eux aussi, peuvent se retrouver bien seuls, perdus dans cette ville comme Osvaldo. L'arbre l'a aperçu de loin, celle-là, avec sa grosse fumée noire. Depuis le temps qu'il était au milieu de ce rond-point, il n'avait jamais vu une voiture fumer autant. Pourtant, il avait regardé passer des autos, des camions, des motos, des 4x4 aux vitres teintées, des breaks surchargés le jour des départs en vacances. Mais jamais une voiture avec une grosse fumée noire comme ça. Évidemment, il fallait s'y attendre. Quand la voiture s'est engagée sur le rond-point, elle a eu un drôle de sursaut. Et dans un épouvantable bruit de ferraille, elle s'est arrêtée là, au pied de l'arbre. Le conducteur, Monsieur Labrosse, en est descendu en pestant. Il a ouvert le capot pour regarder le moteur d'un air perplexe. Il a fait semblant de tripatouiller quelque chose, mais l'arbre a bien vu qu'il n'y connaissait rien. L'homme n'avait pas l'air content. Il marmonnait qu'il allait être en retard au bureau. Il décida de traverser le rond-point pour aller chercher un garagiste. Mais avec toute cette circulation, c'était vraiment une mauvaise idée. L'arbre aurait aimé le prévenir. Mais Monsieur Labrosse avait des bons réflexes. Il réussit à éviter la camionnette rouge à temps et d'un bond en arrière, il se retrouva le cœur battant dans la poitrine et les fesses sur le gazon. Il fit encore quelques tentatives, mais l'arbre voyait bien qu'il n'y croyait plus. Il finit par renoncer, Monsieur Labrosse, et s'assit là, contre le tronc. L'arbre était content, ça lui faisait un peu de compagnie. Depuis le temps que personne ne venait plus le voir, avant qu'on ne construise toutes ces routes, ces rocades, ces autoroutes, il n'était pas si seul. Ah non. Les promeneurs profitaient de son ombre en début d'après-midi. Quelques-uns là s'endormaient pour une petite sieste. Et les amoureux se donnaient rendez-vous ici pour graver sur son tronc leur prénom. Avant, c'était la campagne, des prairies, des champs, des forêts. Et puis, la petite ville d'à côté, là, elle a grandi. Alors, on avait déroulé des kilomètres de route et on avait construit des immeubles. Et un jour, l'arbre s'était retrouvé là, tout seul, au milieu du rond-point, à regarder passer les voitures. Il observait Monsieur Labrosse qui se retournait sur lui-même et puis qui tournait et tournait autour du tronc en marmonnant. Si je ne peux pas passer tout de suite, je traverserai tout à l'heure, pendant la pause déjeuner. Les camions auront fini leur livraison et les autos seront certainement moins nombreuses. Quand midi sonna, le flot de voitures avait bien diminué. Mais les chauffeurs étaient pressés. Ils en profitaient pour gagner quelques minutes. Ils abordaient le rond-point dans un grand crissement de pneus et d'un coup de volant reprenaient leur route.
L'arbre amusé observa les tentatives bien vite abandonnées de Monsieur Labrosse. Pour un chêne qui s'ennuyait ferme la plupart du temps, un peu de distraction était la bienvenue. Le conducteur essaya encore de s'échapper plusieurs fois dans l'après-midi, guettant un trou entre deux véhicules. Il aurait presque pu réussir si un gros coupé sport n'avait pas surgi tout klaxon hurlant, l'obligeant à regagner son refuge. L'arbre l'écoutait pester entre ses dents contre tous ces chauffards qui se croisaient seuls sur la route. Et en fin de journée, Monsieur Labrosse, il renonça à s'échapper. Eh oui, la fermeture des bureaux lâchait des hordes de voitures sur le chemin du retour. La nuit tomba et les phares blancs des voitures balayaient le rond-point. Arthur Labrosse comprit qu'il serait encore plus dangereux de franchir la route dans l'obscurité. L'arbre le sentit se blottir entre ses racines pour s'endormir, et cela lui fit du bien. Il secoua doucement ses branches et laissa tomber quelques feuilles en guise de couverture. Au lever du jour, en regardant le conducteur encore assoupi contre son tronc, son cœur de bois se serra. Il se souvenait du jour où il s'était retrouvé lui aussi prisonnier, condamné à compter les voitures qui passaient. Il pensa aux autoroutes qui s'entremêlaient, aux bretelles d'accès, aux parkings, aux centres commerciaux qui avaient poussé à la place des forêts et des champs. Il se dit que décidément ce monde-là n'était plus fait pour les arbres, à moins de rester là, planté, à respirer les gaz d'échappement. Il était fait pour les hommes qui tournaient autour des ronds-points. Alors, l'arbre poussa un soupir. Il regarda une dernière fois le ciel et il se mit à tirer de toutes ses forces sur ses racines. Et le vieil arbre, là, s'arc-bouta, tira, et il sentit son corps qui s'arrachait de terre, et dans un grand soupir, l'arbre s'abattit sur la chaussée. Monsieur Labrosse, réveillant en sursaut, n'en crut pas ses yeux. L'arbre était couché en travers de la route, bloquant la circulation. Les voitures avaient freiné dans un fracas de tôle froissée, de gros mots, des klaxons et bien sûr toute la ville qui se retrouvait paralysée dans un gigantesque embouteillage. Il en a profité pour filer, Monsieur Labrosse. En passant, il a caressé le tronc de l'arbre et il a senti quelque chose rouler sous son pied. Il s'est arrêté là, l'a ramassé et l'a mis dans sa poche. Puis il est parti. Au bureau, on n'a jamais revu Monsieur Labrosse. Et il paraît qu'il fait pousser désormais des arbres quelque part dans la campagne. La ville, les voitures, le bruit. Justement, voici l'histoire d'un petit bus, un trolleybus même, numéro 75. Ce matin-là, au lieu de descendre comme d'habitude dans le centre de Rome, le petit bus contourna la colline du Janicule et s'engagea sur la voie aurélienne qui sort de la ville vers le nord-ouest en direction de Pise. Vous savez, Pise où il y a la tour toute penchée. Au bout de quelques minutes, il fonçait dans la campagne romaine comme un lièvre.
Les passagers à cette heure-là étaient presque tous des employés de bureau. Ils lisaient le journal, même ceux qui ne l'avaient pas acheté. Ils le lisaient par-dessus l'épaule du voisin. Un monsieur, en tournant la page, leva les yeux un instant et regarda à travers la vitre et se mit à crier. « Mais, monsieur le contrôleur, que se passe-t-il ? Au secours, à l'aide, trahison !» À ces cris, les autres passagers levèrent les yeux. Et aussitôt éclata dans le trolley un chœur de protestation, une tempête d'injures. Mais parlons, on sort de la ville ! Que fait le conducteur ? Il est fou allié, les lieux ! Oh, c'est la pagaille dans les services publics ! Il est 9h moins 10 et je dois être au tribunal à 9h précises, s'exclama un avocat. Si je rate mon procès, je traîne en justice la compagnie des transports urbains. Le contrôleur et le conducteur tentaient de repousser l'assaut, déclarant qu'il n'y était pour rien, que le trolley obéissait, enfin, justement, n'obéissait plus aux commandes et n'en faisait qu'à sa tête. En effet, au même moment, le trolley quitta carrément la route et alla s'arrêter à l'orée d'un bois frais et parfumé. « Oh, des cyclamènes !» s'écria une dame avec ravissement. « Oh, c'est bien le moment de penser aux cyclamènes !» grogna l'avocat. « Ça m'est égal. J'arriverai en retard au ministère. Je me ferai passer un bon savon, de toute façon, ça ne changera guère. Et pendant que j'y suis, je vais enfin pouvoir me passer cette envie. Oh, il doit bien y avoir au moins 10 ans que je n'ai pas cueilli de cyclamène. » Elle descendit du trolley et, respirant à plein poumon l'air pur de ce matin insolite, se mit à faire un bouquet de cyclamène. Constatant que le trolley ne voulait toujours rien savoir, les passagers, l'un après l'autre, descendirent, se dégourdirent les jambes ou fumaient une cigarette, tandis que leur mauvaise humeur se dissipait comme une brume matinale sous le soleil printanier. Tel d'entre eux cueillait une marguerite et l'enfilait à sa boutonnière, tel autre découvrait une fraise des bois encore vertes et s'écriait « C'est moi qui l'ai trouvée, je vais y mettre ma carte de visite, puis je viendrai la cueillir quand elle sera mûre, et gare si je ne la retrouve plus. » Deux fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale froissèrent en boule leur journal et commencèrent une partie de football. Et à chaque coup de pied dans ce ballon improvisé, ils hurlaient « Au diable !» Bref, on ne reconnaissait plus ces mêmes fonctionnaires qui, peu auparavant, voulaient lyncher les deux employés du trolley. Ces derniers, quant à eux, s'étaient partagé un gros sandwich et faisaient un pique-nique sur l'herbe. « Oh, attention !» cria soudain l'avocat. Le trolley s'ébranlait et repartait, voilà, au petit trou. Les voyageurs eurent tout juste le temps de prendre le trolley au vol. La dernière à sauter fut la dame au cyclamène qui protestait. « Oh non, mais c'est pas du jeu, moi qui commençais à peine à m'amuser. »« Quelle heure peut-il bien être ?» demanda quelqu'un. « Oh, il doit être tard. » Ils regardèrent tous leurs poignets et, surprise générale, leur montre marquait toujours 9h moins 10. De toute évidence, les aiguilles n'avaient pas tourné pendant tout le temps qu'avait duré cette partie de campagne. Ça avait été un petit supplément de temps gratis, une sorte de cadeau. « Mais c'est impossible !» s'écria la dame au cyclamène. Le trolley, lui, continuait et retrouvait son parcours normal. Il dévalait les rues de la capitale. Personne n'y comprenait rien. Et pourtant, ce n'était pas si difficile à comprendre, car enfin, ils avaient tous lu dans le journal, là qu'ils avaient sous les yeux, que le soir, c'était la nuit de la lecture. Alors, tout était possible ce jour-là. À bientôt et bonne nuit.